Comme nous le disions, il est très important de placer le programme, l'agenda de l'efficacité au sein d'une image plus globale du développement. Nous savons tous que le PMCED provient de l'accord de Busan. Et puis en 2012 à Paris, si vous vous souvenez de la réunion au siège de l'ONU. Alors il y a une histoire derrière cela. À l'époque, les délégations ont décidé de quitter la pièce, ce qui a généré beaucoup de réactions de la part des délégués officiels. Mais toujours est-il que ça a été le lancement à l'époque du PMCED. C'est là que tout le monde s'est retrouvé. Et il a été lancé officiellement, je pense, quelques mois plus tard, puisque nous avons eu un processus de transition. Vous vous rappelez peut-être que nous avons eu une plateforme un forum ouvert qui portait sur l'efficacité du développement. C'était réellement une plateforme avec qui reprenait tous les principes, le cadre. C'était très important comme plateforme. Les deux efforts, tous ces efforts se sont combinés pour créer le PMCED. Donc ceci peut être remis dans le contexte plus général. J'aimerais parler du budget pour le développement. Le programme du budget au développement est quelque chose qui doit être référé aux discussions de l'ONU. Je pense principalement à la conférence de 2002 sur le financement au développement. Mais j'aimerais également dire que les éléments initiaux sur l'efficacité ont été grandement discutés au sein de ce contexte. Si on remonte aux documents de cette réunion, vous trouverez des informations sur l'efficacité au développement. Et avec ces références, nous pouvons passer à l'approbation. Voilà comment nous pouvons voir tout ceci dans un contexte plus général. Alors, nous pouvons retourner encore plus loin, nous pouvons retourner aux conférences dans les années 90, mais pour le moment, on va seulement remonter aux 20 dernières années. Alors, là où je veux en venir, c'est que nous devrions lier ces efforts à l'efficacité, et ce, dans un point de vue plus général, plus large. J'aimerais ajouter que de cette façon, nous sommes ainsi capables de lier ce programme à l'image plus globale du financement pour le développement. Nous pouvons donc dire qu'il ne s'agit pas seulement d'un type spécifique de financement, mais il s'agit de toutes sortes de financements, de tous les flux budgétaires qui sont liés au développement et aux politiques financières liées au développement. Cette relation entre l'agenda à l'efficacité et le financement est devenue de plus en plus claire au fil des années. Nous avons donc une belle image, une belle vue d'ensemble de la façon dont les choses ont évolué au fil du temps. Alors, on ne voit pas sur cette diapositive l'année 2002. On pourrait vouloir inclure Mexico, mais la première date officielle dans cet agenda était la conférence en Italie en 2003. C'était une étape initiale qui a mis en place certains domaines spécifiques avec des personnes qui se sont mises ensemble pour travailler, pour collaborer. Les choses ont évolué avec la conférence de Paris, la conférence sur l'efficacité, avec les principes comme nous les connaissons aujourd'hui.
Mais et nous savons également aujourd'hui qu'il s'agit plus de ces principes, mais nous reviendrons à cela plus tard. Accra, j'aimerais m'arrêter ici pour le moment. Accra, au Ghana, a accueilli la troisième conférence. Et pourquoi est-ce que je pense que c'est très important? Eh bien, parce que lors de cette conférence, les OSC sont parvenus à arriver à un point où le rôle des sociétés civiles a été officiellement reconnu. Je dirais que nous n'avons pas besoin d'une reconnaissance officielle puisque nous savons que nous sommes des acteurs actifs, mais arriver à ce point où nous sommes reconnus comme des acteurs indépendants des droits, eh bien, ça a été un moment très important pour nous et ça a eu énormément d'impact. La communauté internationale a ensuite rapidement organisé la conférence de Busan et cette conférence a été un point tournant de plusieurs façons. C'est à Busan que la communauté internationale s'est tournée vers quelque chose de différent, vers une coopération sur l'efficacité, et ce autour de 4 principes fondamentaux que vous connaissez peut-être: des partenariats inclusifs, la transparence, la concentration sur les résultats, entre autres. C'était 4 principes auxquels nous faisons référence aujourd'hui. À Paris, si je me souviens bien, nous avons fait un grand travail, mais qui a malheureusement été perdu. Et donc, on a vu un grand changement entre la conférence de Paris et la conférence de Busan. La déclaration de Busan est un document très intéressant et très complexe. La déclaration de Busan présente des principes, mais il y a également d'autres engagements présents dans la déclaration. Par exemple, juste après avoir déclaré l'importance des pays, on a parlé de l'importance démocratique des pays, l'action des pays. Nous faisons donc référence à quelque chose qui a été approuvé à Busan. On ne parle plus de langage des sociétés civiles, mais de quelque chose qui a été reconnu. Alors le développement, de manière générale, s'est déplacé vers les principes de la déclaration de Busan, vers des principes de propriété de la part des pays. D'autres principes ont également été reconnus dans la déclaration de Busan, des principes qui ont été écrits par les sociétés civiles et qui ont été approuvés en 2010, puis inclus dans la déclaration de Busan de manière officielle. C'est une étape importante qui montre le fait que les sociétés civiles ont eu une grande influence et sont parvenues à avoir un rôle indépendant et à obtenir cette reconnaissance complète. Et ce, grâce à un document officiel qui reprenait cette reconnaissance. Comme je l'ai dit plus tôt, la déclaration de Busan a permis le PMCED et le système que nous connaissons à l'heure actuelle. Cette diapositive parle du changement entre Paris et Busan. Voici les fondamentaux du partenariat mondial. Sur cette diapositive, j'aimerais vous rappeler des faits principaux. Au sein des OSC, nous avons des vues différentes concernant le partenariat mondial ou les parties prenantes multiples. D'un point de vue du POED, les parties prenantes multiples sont une bonne chose puisque les parties prenantes
permettent aux OSC d'être directement impliqués dans le partenariat. Nous avons un siège pour le PMCED et à travers les années, ce niveau de participation a évolué à tel point qu'aujourd'hui, nous avons un siège. Nous sommes coprésidents. Alors, l'une des plateformes officielles, une grande plateforme, nous permet, de continuer à travailler. Et nous sommes égaux avec les autres organisations, mais sur certains points, l'équilibre n'est pas toujours respecté, puisqu'il y a des engagements d'efficacité au sein des OSC. Donc, le PMCEC nous permet de mettre en place ces principes. Alors, n'oublions pas que nous ne sommes pas là uniquement pour être témoins, mais nous pouvons prendre des actions. Alors, c'est une image assez efficace qui nous montre des drapeaux du PMCED et du développement de la dernière décennie. 10 ans qui sont passés très vite depuis la déclaration de Busan. Voici donc les étapes clés. Le PMCED a eu 3 réunions de haut niveau à Mexico, à Nairobi et à New York, ensuite en 2019. Alors la conférence à Mexico a été un grand moment pour ceux qui étaient présents puisque ça a été la première réunion du PMCED. Il y avait énormément d'énergie lors de cette conférence. Mais n'oublions pas que l'une des plus grandes inquiétudes à Busan concernait le manque de progrès en termes de mise en œuvre des principes de Paris. Et l'une des réponses principales concernant ce manque de progrès a été de créer des mouvements, de pousser pour pousser les leaders politiques à agir. La conférence à Mexico a été un de ces moments où nous sommes parvenus à avoir une gouvernance politique des chefs de gouvernement. Nous avons eu une déclaration de Mexico concernant les principes de Busan. Et ça a été la première fois que le PMCED a discuté des résultats d'une étude concernant la mise en œuvre des principes de Busan. C'est à ce moment-là que nous avons discuté pour la première fois d'un rapport sur le progrès, sur la mise en œuvre des principes. Évidemment, à l'époque, nous n'avions pas encore beaucoup de pays qui étaient impliqués dans le processus et les résultats de ce cycle de suivi étaient limités, mais ça a quand même été un grand moment. La deuxième réunion de haut niveau était à Nairobi et elle s'est déroulée 2 ans plus tard, donc selon le programme que nous avions établi. Les, les leaders politiques n'étaient pas forcément là, ça ne fonctionnait pas trop. Alors ça a été difficile d'engager cette traction politique que nous voulions.
À Nairobi, certaines décisions ont été prises et ces décisions ont impacté le PMCED et l'habilité du PMCED à recevoir des données. On est passé d'un événement à 2 ans à un événement à 4 ans. Et lorsqu'on parle du processus de suivi à l'époque, les choses ont commencé à changer et ce changement a commencé à être très clair en 2019 avec la conférence à New York. The most dramatic changes within the GPDC were about the monitoring process. So, and for several years, GPDC went through a reflection process to change the monitoring framework, and this is what we are discussing today. Geneva was the point where the new monitoring framework was officially endorsed. But it's not just that. I would suggest if you have time to go back to the Geneva Pas Summit. uniquement parce que si on revient à les déclarations du sommet, ceux qui étaient impliqués à Genève comme au sommet précédent, c'était ceux aussi qui ont participé à la rédaction du document final. Et je dois bien dire que nous avons réussi à intégrer quelques faits importants, dont les principes de Busan, parce que certains voulaient changer ces principes-là. Et nous avons dit non, non, ce n'est pas le moment de modifier ces principes-là. Et nous avons affirmé l'intégrité de tout cela. Les 4 principes sont tout aussi importants et doivent être abordés de concert. Alors, si on parle maintenant de la structure de suivi, d'évaluation, de reporting, Genève nous a vu aborder des engagements bien précis et je ne lirai que quelques lignes ressortant du sommet de Genève. Et c'est le nouveau cadre de suivi, je cite, reprend les critères d'évaluation et de mesure, ce y compris ceux qui proviennent de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, ce qui inclut notamment la transparence. C'est évidemment extrêmement important parce que ces petits changements au cadre de suivi, la communauté internationale et la plateforme en particulier se sont engagés à évaluer les progrès sur base des principes de Paris. Et donc, il y a une continuité là, de Paris en passant par Busan jusqu'à Genève, qui me semble extrêmement importante à préserver. À Genève, nouveau cadre d'évaluation, de suivi qui est validé et un nouveau cycle de suivi s'ensuit jusqu'à 2023. Et nous voilà dans ce cadre-là. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, tous assemblés dans cette salle. Voilà les 4 principes d'efficacité. Vous les connaissez, je pense, hein, vous les connaissez bien. Et j'en viens alors à ceci. Très rapidement, nous pouvons aborder les conséquences, certaines des conséquences ou des implications dont nous parlons quand on parle d'agenda de l'efficacité. Voilà les éléments que nous évoquons lorsque il faut réfléchir à des scénarios un peu plus compliqués sur le terrain. Alors, parler clairement, il y a des références, énormément de références encore aujourd'hui faites par rapport à l'efficacité du développement.
la réunion de l'instance de l'OCDE en charge des règles de reporting y faisait allusion. C'est une réunion qui a eu lieu au mois de novembre de cette année. Si vous lisez le document, on y fait référence, on fait référence énormément à l'efficacité de l'agenda, à tel point qu'on en est surpris, parce que dans ce document, il est vraiment stipulé très clairement que l'efficacité est primordiale. Alors, pourquoi ne finance-t-il pas ne finance-t-il pas tout cela si effectivement, pour eux, il s'agit là d'un élément primordial, aussi primordial que cela. Maintenant, pour revenir, je dirais, au document officiel, et ici, la diapositive se réfère au programme d'action d'Addis Abeba de 2015, où vous trouverez des références faites dans ce programme à toute une série là de principes aussi. Le principe, c'est que le pays bénéficiaire doit également être chef de file. Ça nous semble évidemment tellement clair. Mais avec les autres principes, déclarations, ce ne fait pas aussi évident. Dans le programme d'action d'Addis Abeba, dans son chapitre 9, on aborde, je dirais, la manière dont les pays eux-mêmes participent à leur développement. Alors, tout ceci sont je dirais, des opportunités dont l'INFF, les cadres de financement intégrés au niveau national, ces cadres sont une conséquence directe du programme d'action d'Addis Abeba et sont censés accompagner les plans d'action et de développement sur le terrain avec un financement pour accompagner le développement au niveau local. Mais l'un des principes clés de l'INFF, de ces INFF, c'est que ces INFF doivent être guidés, orientés par les pays eux-mêmes, en fait, hein, à un tel point que maintenant, ces cadres, on ne se réfère plus à ces cadres-là, on n'évoque plus ces cadres-là de la même manière qu'auparavant, puisqu'ils sont vus comme faisant partie du système du pays. Et dans le cas des examens nationaux facultatifs ou du forum politique à haut niveau sur le développement durable, ce sont là autant de processus dans lesquels on met l'accent sur l'appropriation par le pays finalement hein, de son développement. Et là, les acteurs, les parties prenantes aussi arrivent ou sont extrêmement importants. Voilà, je dirais, concernant le sommet de Genève, les différentes, je dirais, un récapitulatif des points essentiels, les travaux du PMCED. Alors, dans le cadre du suivi, évidemment, il y a le quatrième programme de suivi, puis le quatrième cycle, pardon, et les initiatives thématiques hein, que vous voyez là à l'écran. Alors, je crois que je peux m'arrêter là et nous allons nous pencher peut-être plus précisément dans l'exercice de suivi du PMCED, mais on comprend déjà finalement que cet exercice de suivi, en fait, est un processus qui s'étale sur plusieurs années. Ce n'est pas un processus qui s'effectue sur une seule année, mais bien sur plusieurs années et qui s'achèvera en 2026, mais nous aurons le temps d'y revenir un petit peu plus tard.
Et j'en termine ici. Merci à vous de votre aimable attention. Bien, merci aussi. Merci en fait d'avoir planté le décor quelque part de notre formation. Merci beaucoup. Alors, dernière diapositive où on se concentre sur le forum et puis on verra que dans le programme de la plateforme, il y a également le dialogue au niveau des pays et il est clairement intégré dans le cadre de suivi. Le cadre de suivi représente en fait les fondements du travail de la PMCED, même si elle est censée être liée aux résultats de Genève et aux engagements précédents. Tout ceci est en fait lié au suivi du PMCED. Et ce que Lucas disait, c'est qu'il y a également les conditions favorables on y reviendra un petit peu plus tard et puis demain, très clairement. Euh, alors maintenant, par rapport aux années précédentes et par rapport au rapport de progression des années précédentes de ce que nous avons fait et qui non pas nous motive, mais nous amène vers un autre forum en nous basant sur nos expériences passées, eh bien, je peux vous dire qu'en 2019, euh, en 2019, nous avons préparé un rapport qui était un rapport de suivi de ce cadre de suivi qui a mené à toute une série d'abord de résultats, ensuite de recommandations. Et outre les résultats officiels, nous avons produit des recommandations et je vais vous en faire part. Alors c'est un document qui est assez long, mais c'est pas trop compliqué non plus à lire. En 2019, lors du dernier cycle de suivi, au troisième cycle de suivi, nous avions déjà essayé d'aborder cela, mais pas de manière aussi systématique que maintenant. Dans notre engagement, nous nous sommes rendus compte que 9 résultats, 9 éléments, 10 recommandations nous semblaient importants. Premièrement, le résultat principal concerne toute l'importance du partenariat inclusif. Ce n'est pas uniquement certaines choses, c'est vraiment la planification, le suivi, la production, donc reconnaître finalement les OSC comme gardiens, mais également reconnaître la diversité des OSC également. Et ce que le rapport montre à l'époque, le rapport officiel et le rapport du POED, c'est qu'il y a des progrès assez modestes sur cette idée justement de partenariat intégré pour le développement, qui est une manière de vérifier aussi l'efficacité du développement. Et donc, les recommandations ressortant de tout cela font qu'il faut qu'il y ait un engagement au niveau des pays pour mettre en place les conditions qui permettent au partenariat de s'épanouir et donc que les différentes il y a d'autres partenaires importants, outre les autorités, les gouvernements, que les véritables partenaires. Les partenariats, en fait, sont des partenariats sur un pied d'égalité également. Deuxième résultat de notre troisième cycle de suivi, deuxième résultat, l'intégration des OSC dans le processus de planification du développement est lié au principe d'appropriation et au principe d'appropriation démocratique des pays. Donc les OSC essayent de représenter les besoins des populations, en ce y inclut les perspectives sur le processus de développement. Hein. C'est particulièrement important. Alors ça veut dire quoi en termes de recommandations? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une certaine
institutionnalisation du dialogue avec les OSC en matière de mise en place des politiques et des mesures pas uniquement au niveau développement, mais également de manière beaucoup plus générale par rapport à l'agenda des ODD, mais également du développement et de votre propre cadre au niveau national. Donc ça, c'est vraiment aussi pas uniquement une question d'accès, mais une question euh, d'accès adéquat et approprié. Troisième point, les conditions favorables, en fait, pour les OSC. Un environnement favorable, très important. Permettre aux OSC de se profiler comme acteurs du développement, mais également de travailler au développement par rapport aux engagements pris euh, vis-à-vis des autres acteurs et de la communauté du développement. Alors, ce sont des progrès en 2019 qui n'ont pas été fantastiques, au contraire. Et la situation s'est aggravée avec la pandémie notamment et tout ce que nous avons vécu, notamment à l'issue de la pandémie et à la sortie de la pandémie. À l'époque, et jusqu'à présent d'ailleurs, trois recommandations ont été liées à cette question. C'est en fait un engagement renouvelé, intégré dans les initiatives thématiques, un engagement renouvelé qui vise à permettre à la société civile de s'engager dans toute une série d'activités, notamment par rapport à la garantie du cadre législatif et réglementaire qui permet aux OSC de contribuer à la société. On a vu énormément de cadres réglementaires qui, pendant la pandémie, ont enlevé ou ont éliminé certaines possibilités pour les OSC. Deuxième recommandation directement liée aux militants et des droits humains qui doivent être particulièrement protégés afin de mener à bien leurs propres activités. Et oui, c'est une recommandation précise, je pense. La troisième, qui est liée à cela, elle porte sur l'efficacité des OSC et de leur engagement par rapport à la société pour répondre à leurs obligations dans le cadre des principes d'Istanbul. Nous avons examiner les programmes passés du POED à la lumière des principes d'Istanbul. Lucas avait fait pas mal de recherches sur l'efficacité des OSC, notamment de la société civile, notamment en termes de dynamique et de partenariat, dynamique de partenariat. Ensuite, transparence, accès à l'information. Quatrième résultat, extrêmement important aussi, puisque au niveau mondial et au niveau réglementaire, il semblerait que la situation s'améliore, mais pas vraiment au niveau très praticable, je dirais, en termes d'accès à l'information. Je dirais que les choses ont été relativement stagnantes. Et l'idée, c'est peut-être d'instituer des mesures un petit peu plus institutionnelles pour garantir davantage d'accès à l'information aussi. En seuil inclus l'accompagnement sur les acteurs du pays pour se servir de ces informations. Il y a évidemment renforcement des capacités d'une certaine manière qui dépasse quelque peu le suivi et le PMCED. On va un peu plus loin de manière à ce qu'on puisse également accompagner l'engagement ou l'utilisation de ces informations. Ensuite, il y a, et j'en suis probablement au numéro 5. Voilà, cinquième résultat par rapport à la reddition de comptes notamment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut améliorer les mécanismes de
reddition de comptes, notamment, qu'il soit plus institutionnalisation, qu'il y soit institutionnalisé, notamment par rapport aux bailleurs de fonds et par rapport à d'autres acteurs aussi. Je pense notamment au secteur privé, mais il y en a d'autres. Ensuite, égalité des genres et autonomisation des femmes. Ce que nous avons trouvé dans le cadre de 2019 de nouveau, c'est qu'il y a des écarts encore énormes dans les pays par rapport à cette question, avec des indicateurs aussi naissants par rapport à l'efficacité de l'aide au développement en la matière, sur des questions, en ce y compris le soutien accru aux organisations des femmes et la généralisation de la question des genres dans les programmes des bailleurs de fonds et des pays qui accompagnent le processus. Je vais essayer d'être relativement rapide. Dépenses publiques efficaces, système de gestion, c'est le PFM. C'est là où les gouvernements, c'est là où les autorités, évidemment, s'intéressent de plus près à la chose. Et là, en termes de mise en œuvre et d'exécution des engagements en matière d'efficacité du développement, on est relativement bas puisque 7% des pays ont réussi à améliorer l'utilisation de ces systèmes de PFM, de cadres financiers pour le déploiement de l'aide ou de la coopération au développement ainsi que son suivi. Donc là, il faut encore procéder à pas mal d'améliorations, notamment sur les pratiques des politiques fiscales, des audits des gouvernements. Et c'est là où tout ce qui est répartition budgétaire, notamment, peut être soumis à un examen public. Enfin, dernière partie, l'aide. L'aide je dirais, conditionnée avec différents véhicules vecteurs pardon, de financement d'ailleurs de fonds. Il y a eu régression. À un certain moment, on s'est dit, ça va carrément disparaître. Pourtant, on y est toujours et il faut être complètement responsable finalement de cette aide-là. Et là, la conclusion, ça c'est la conclusion les conclusions ou la synthèse des conclusions de ce troisième cycle de suivi. Et donc, c'est toujours une bonne chose de comprendre comment on a abordé le quatrième cycle de suivi. Il se peut qu'il y ait des écarts, des divergences, mais c'est vrai que ça vaut la peine d'abord de réfléchir à ce troisième cycle, les résultats de ce troisième cycle, les résultats de manière générale qui ont été regroupés finalement en 2018 et 2019. C'est pas mal parce que c'est un jalon. C'est un jalon, voilà où on en était. Et de là, on peut voir comment les choses se sont améliorées, dégradées ou ont stagné jusqu'à aujourd'hui, 2023-2024. Voilà. Je rends la parole à Glenn